Donc, bonjour, merci d'être là. Déjà, je remercie les DevFest, donc l'organisation DevFest, c'est génial, c'est super, je suis contente d'être ici. Et je suis contente de voir autant de gens intéressés en accessibilité 2 fois dans la journée. C'est super. Donc, aujourd'hui, on va parler d'accessibilité encore. On va parler de quelque chose de très spécifique dans l'accessibilité. Et on peut oublier, on peut mettre de côté, qui c'est la gestion de focus. Je me présente très rapidement. Je suis ce que j'appelle un dinosaure du web. Et ce n'est pas par la taille, c'est par l'âge même. J'ai travaillé avec le web depuis pratiquement une trentaine d'années. J'ai commencé en 94, 95. Et depuis une vingtaine d'années, je me spécialise en accessibilité web. Je suis basiquement un web designer, mais comme dit web designer, j'intègre l'accessibilité depuis une vingtaine d'années dans toutes les étapes de processus de mon travail. Dès le design, dès la conception du design, dès l'intégration et le développement front. Je voulais savoir qui d'ici travaille avec accessibilité, ou a déjà travaillé, ou va commencer. Ah oui, c'est bien, pas mal, c'est super. Donc là, on va parler accessibilité web. Okay, on a vu accessibilité sur un mobile, c'est vraiment génial, c'est une appli, mais là, on est encore mieux, on est web. Donc vous qui connaissez, qui travaillez un peu, ont déjà touché un peu en accessibilité, vous connaissez cette merveille de critères, cette liste de critères qui, c'est très bien, c'est pas une reproche, c'est vraiment super important pour nous. C'est une ligne guide, c'est une base pour les audits. Qui a-t-il déjà audité ici? Ah, c'est déjà moins de gens. Super expérience. Parce que qui a déjà été audité, c'est qu'on a autant de résultats qu'on a des auditeurs. Donc, c'est vraiment très compliqué parce qu'on a, voilà, chacun va interpréter les critères d'une certaine façon. Le problème, ce n'est pas les critères. Le problème, c'est que quand on travaille avec l'accessibilité, il se peut qu'on s'éloigne de vrais buts de l'accessibilité et qu'on s'attache trop à ces critères. Et on attache trop à suivre ces checklists et et on oublie les pourquoi on est en train de faire ça. Parce que l'accessibilité, comme dit Jared Smith, il est directeur de WebAIM, je crois que vous connaissez, c'est une grande organisation qui travaille pour l'accessibilité sur l'Internet. L'accessibilité est partie intrinsèque de l'expérience utilisateur. Quand on va définir comment dans un audit, ça passe ou ça passe pas, c'est conforme, c'est pas conforme, c'est accessible, ce n'est pas accessible, on perd de vue vraiment les buts pour lesquels on est en train de créer notre site, de faire vraiment accessible. Donc aujourd'hui, on va parler surtout, pardon, j'ai passé trop vite, ça ne veut pas dire que le travail de W3C, de WCAG, n'est pas valide, c'est génial, ils font un travail génial. J'ai dit seulement qu'il faut qu'on se concentre, par exemple, dans les 4 principes d'accessibilité. Un des principes d'accessibilité, c'est que tous les contenus doivent être exploitables. Qu'est-ce que c'est exploitable? Ça veut dire qu'on ne peut jamais empêcher un utilisateur de faire une action, d'exécuter une action, parce qu'il n'a pas accès, par exemple, il n'a pas accès à cette action par clavier. Il va seulement pouvoir cliquer sur un bouton par la souris ou faire une action par la souris. Par exemple, si on va montrer, je vais montrer un exemple très simple. Donc, si j'ai un petit formulaire et j'ai une boule d'aide qui m'apparaît au survol de la souris. Or, si je suis en train de tabouler, je n'ai pas ça. Donc, l'utilisateur de clavier, il perd cette information. Okay? Donc, on va voir après, bien sûr, comment on corrige ça. Mais, donc, c'est très important de penser à tout qu'on va faire. Et tout qu'on va faire, il faut qu'elle soit accessible par clavier et
par la souris. Si c'est accessible par les claviers, par la souris, et j'ai un code sémantique, j'ai mon site accessible sur web et sur desktop et sur mobile. Là, on va parler surtout de clavier. Okay? Donc, on va parler des utilisateurs qui vont naviguer uniquement par clavier. Et pourquoi? Qui sont eux? Donc, ce sont surtout des non et malvoyants qui, normalement, ils vont utiliser des lecteurs d'écran. Et bien sûr, avec un lecteur d'écran, ils vont contrôler, ils vont naviguer et contrôler l'interface par les claviers ou par une plage braille ou par un clavier adapté. Mais l'input, c'est toujours le même. Okay? Ça va être par un clavier. Il y a des personnes qui ont des handicaps moteurs, donc des problèmes musculaires, donc ils ont des difficultés de cibler quelque chose avec une souris. Donc voilà, ils vont être beaucoup plus à l'aise avec les claviers. Et il y a des personnes qui sont simplement habituées à utiliser les claviers. Pourquoi? Parce que moi, je suis du temps de VI, je ne sais pas si vous connaissez un vieux éditeur, et on faisait tout par clavier, et c'était génial. Moi, je trouvais génial qu'on pouvait vraiment accéder à n'importe quelle ligne, avancer n'importe quel mot, et voilà, ça m'a resté un peu. Donc, dès que je suis sur un site que je sens que c'est facile à naviguer par clavier, je vais utiliser. Donc, c'est une question d'habitude. Donc, quand on parle d'accessibilité par clavier, on va parler surtout de la gestion de focus, qui paraît quelque chose de très aride, mais c'est génial. Pourquoi j'ai mis un couple qui danse? Parce que la gestion de focus, c'est ça. C'est prendre l'utilisateur par la main et la ramener là où il faut et s'assurer qu'elle est sûre, qu'elle sait où elle est, qu'elle ne perd pas son contexte. Et voilà, c'est une danse. On va faire la personne danser dans notre application web, dans notre site web, par la gestion de focus. Et c'est vraiment super. J'espère pouvoir vous passer cette motivation parce que c'est très intéressant. Au moment qu'on a des applications super complexes, applications web très complexes, où on a vraiment des composants d'interaction, en plus qui vont interagir entre eux et qui ne sont pas dans les mêmes endroits dans la page, c'est génial. C'est vraiment une danse, c'est vraiment une valse, et quand ça marche, quand on arrive à contrôler tout ça et à savoir que notre utilisateur de clavier va utiliser ça sans aucun problème, c'est super chouette. Donc j'espère que ça va vous motiver à voir plus loin dans la gestion de focus. On va partir un peu dans des bases, on va voir rapidement un peu les bases de la gestion. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour faire une gestion de focus réussite? On a besoin de savoir vraiment, bien sûr, quels sont les éléments qui sont nativement focusables. Focusable, c'est un mot un peu bâtard, désolé. C'est une adaptation, ce sont les éléments qui reçoivent les focus, qui peuvent recevoir les focus. Et il y a des éléments HTML qui nativement peuvent recevoir les focus, comme les liens, bien sûr, sont tous les éléments qui sont interactifs. Donc, les liens, les boutons qui demandent une interaction d'utilisateur, et bien sûr, tous les contrôles de formulaire. J'avais dit que j'allais taper ça, je bouge trop la main. Et tous les contrôles de formulaire, les checkbox, les radiobox, les select, les champs de formulaire, tous les contrôles de formulaire, tout qui demande une action d'utilisateur doit pouvoir recevoir du focus. Hop, désolé. Donc, je fais une chose importante, c'est que quand une chose très basique, mais quand on navigue sur une page avec les claviers, une des façons de naviguer sur une page avec clavier, c'est avec la touche Tab. Donc, si... Ah oui, je dois revenir en arrière. Voilà. Quand je presse la touche Tab, je vais naviguer d'un élément focusable à l'autre. OK? Ça paraît super, tout le monde sait ça.
Et ça, c'est une des façons. Il y a plusieurs façons différentes de naviguer avec un clavier. Avec les lecteurs d'écran, normalement, ils ont des raccourcis. Mais là, on va se limiter à la façon la plus simple et la plus rapide de naviguer, qui c'est avec les tabs. Et les tabs me permettent de sauter. Et quand j'ai fait ça, si on peut, je ne sais pas qui était dans la précédente conférence, c'est que je suis en train de sauter, mon flux de tabulation, ce flux de tabulation, il va suivre exactement les flux HTML. Donc, vous voyez ici, j'ai d'abord mon lien. Après, dans les flux HTML et dans les flux de mon document, je vais avoir mon champ de formulaire, un bouton Submit et les boutons d'action. Donc, si je navigue sur cette page avec ma tabulation, je veux suivre exactement ce même ordre. Par contre, là, je suis un peu mal barré parce que, vous voyez, je sors et je ne suis pas du tout, je suis perdu. Pourquoi? Parce que je crois, c'est une légende, mais j'ai l'impression qu'un jour, un client est venu, il a dit « J'aime pas cette bordure bleue qui apparaît sur notre page quand on navigue. C'est quoi ce truc? C'est pas beau. En plus, c'est pas pareil sur tous les navigateurs. Virez ça. » Et je crois que quelqu'un a dit « Ok, mince, je vais devoir virer. Donc, je vais devoir découvrir qu'est-ce que je dois faire. » Et voilà, quelqu'un a inventé les Outline None. Et ça, voilà, ça c'est niet, jamais, n'est jamais caché l'indication de focus. Et ça, c'est effectivement un critère. Là, l'audit, on a un point en moins. Parce que, vous voyez pourquoi, je ne sais pas où je suis perdu. Quand on parle de clavier, il ne faut pas oublier, on ne parle pas que des non-voyants. Il y a des gens qui utilisent les claviers et voient. Donc, il faut que je puisse voir l'indication de focus. Vous voyez, j'ai un contour à chaque fois, un contour orange qui me permet de voir où je suis dans la page, où mon focus est dans la page. Si je n'ai pas cette indication visuelle, voilà, je suis perdu. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Un utilisateur de lecteur d'écran, pour lui, ça va aller, parce que lui, si c'est bien fait, les codes derrière, il va comprendre. Lien, je suis un lien. Input texte, autocomplete, il va dire non, bouton, OK, bouton action. Mais l'utilisateur de clavier voyant, il est perdu. Donc, jamais faire ça, OK? Là, on va toujours, déjà, on ne fait pas ça, ou s'il y a un bon designer qui a pensé à ça, il a prévu un style pour les focus. Donc, bien sûr, pour suivre les styles de design, je suis tout à fait pour, c'est intéressant. Et en plus, ça permet de rendre l'indication de focus homogène sur tous les navigateurs. Donc, OK, on peut effectivement modifier. Par exemple, je vais mettre une couleur. Une chose. Je vais mettre une couleur. Non. Désolé, je cherche. Donc, je mets une couleur, un orange. L'indication de focus, si on va tester maintenant, voilà, j'ai mon indication de focus et c'est nickel. Je peux le voir. Je ne vois pas très bien, mais on va voir pourquoi. Par contre, il faut penser, et j'ai quoi que j'ai mis là, voilà, il faut toujours se rappeler que les ratios de contraste de l'indication de focus doivent être minimum 3 pour 1. Donc, moi, j'ai mis 9,0. Donc, oui, je suis tranquille. J'ai plus j'ai 9,75, donc c'est bon. J'ai un bon contraste pour mon indication de focus.
Sauf que vous voyez que là, j'ai vraiment la bordure, elle est trop collée. En plus, je suis un bouton blanc sur un fond noir. Donc, autant j'ai mon bon ratio de contraste avec les fonds noirs, j'ai un très mauvais contraste avec les blancs. Donc, pour faire ça, simplement, je vais ajouter un outline, un offset. Je vais dire qu'il faut s'éloigner un petit peu de mes éléments. Et voilà, déjà, j'ai une bordure noire entre les deux. Et voilà, je vois, hop, là, je suis parti, je vois beaucoup mieux. Et je peux, bien sûr, utiliser encore plus, je peux ajouter des animations, mais bon, on se limite à ça. Donc, ça, c'est super important qu'on le respecte. OK? C'est la loi. Une chose qui... Donc, on a vu, on a effectivement des éléments naturellement focusables. OK? Mais ma gestion de focus, comme j'avais dit, c'est une danse. Je vais ramener l'utilisateur là, je vais retirer, je vais le guider, je vais le laisser sentir qu'il a les contrôles de là où il va et ce qu'il est en train de faire. Donc, pour pouvoir vraiment gérer mon focus, je dois pouvoir, parfois, il faut éviter de mettre partout, mais parfois, il faut que je dise un élément qui normalement n'est pas nativement focusable, qu'il soit focusable. Et pour ça, j'utilise l'attribut tabindex, qui peut être attribué à n'importe quel élément HTML, un paragraphe, un div, un span. En petit aparté, si on peut utiliser des éléments natifs, donc des éléments qui sont nativement focusables, c'est mieux de les privilégier. Okay? Ça, c'est quand on doit créer une interface qui n'est pas prévue par les éléments sémantiques web, qu'on va devoir transformer nos éléments nativement et transformer nos éléments pour qu'ils se comportent de façon différente de la façon native. Et là, je peux ajouter l'attribut tabindex. L'attribut tabindex -1, 1 au moins, c'est non. Jamais. Pourquoi? Parce que si je vais... il est où? Tabindex wrong. Voilà. Là, si vous voyez, j'ai mon flux HTML. Donc, j'ai une liste avec plusieurs liens. Après, j'ai un champ de formulaire. J'ai 3 champs de formulaire. Sauf que j'ai eu la grande idée de donner des numéros positifs entiers à mes inputs. Et qu'est-ce qui arrive quand je suis sur ma page et je vais tabuler? Oups, je commence par la fin. Mon prochain tab, je vais sauter sur les noms, bien sûr, c'est tab index 2. Les 3, et vous voyez que les liens qui sont tout en haut dans ma page sont complètement oubliés. C'est seulement quand j'ai fini de faire les bordels, entre guillemets, dans ma page, qu'il va recommencer et qu'il va revenir au début. Donc, jamais. Voilà. Ça, c'est la façon de ne pas gérer les focus, c'est la façon de perdre complètement les contrôles. Donc, on oublie, on ne va jamais le faire. OK? Par contre, on a 2 autres valeurs très puissantes qui, là, vont nous donner la possibilité vraiment de manipuler nos éléments. Tabindex 0 et tabindex -1. Quelle est la différence des deux? On va voir rapidement. Donc là, j'ai une page avec un bouton, avec 2 boutons. Et bien sûr, après, j'ai 2 divs. Je saute et bien sûr, je sors de la page parce que mes éléments focusables sont les 2 boutons seulement. Mais on va dire que je vais avoir besoin, quelque part, pour manipuler, j'ai besoin de rendre mon dernier div aussi focusable. Donc,
Voilà, je vais simplement ajouter mon tab index 0. Et là, si je viens sur ma page, et voilà, j'ai le focus sur les derniers divs. Ne faites pas ça pour rien. Bien sûr, il faut qu'on fasse ça parce qu'on a une vraie raison de le faire. Donc, voilà, il est parti de mon flux de tabulation. Par contre, il y a parfois qui, je veux rendre un élément focusable, mais qu'il soit focusable uniquement programmatiquement. C'est difficile ces mots. Donc, seulement par JavaScript, je vais contrôler quand cet élément va avoir focus ou pas par mon JavaScript. Donc, c'est quel script qui va contrôler ça? Donc, pour ça, je vais ajouter les tab index -1. Hop. Les tab index -1, ça va me permettre, là, si je suis ici, il est toujours... quelle est la différence de 0 et de -1? 0, j'ajoute l'élément dans les flux de tabulation. Les -1, non. Il n'est pas. L'élément qui a les tab index -1, il sort... s'il est focusable, il sort de flux de tabulation. S'il n'est pas focusable, il est toujours, si un div n'est pas focusable, de toute façon, il ne va jamais faire partie du flux de tabulation. Donc, ça sert à quoi? Ça sert justement par JavaScript, je peux donner les focus à lui. J'ai fait un tout petit script ici qui me dit que quand je clique dans ces boutons ici, je vais mettre les focus dans les premiers divs. Donc, c'est seulement... Donc, j'ai mis mon premier div dans la variable box1. Je vais faire focus. Donc, si je viens et je clique sur mon bouton, voilà, j'ai mis les focus sur ces divs. Donc, là, ça sert à absolument rien. On est d'accord? Je suis seulement montre. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec l'utilisateur? Je l'ai fait faire une action, et cette action a pris l'utilisateur par la main, il l'a ramené vers le deuxième div. Donc, voilà les balais. Je les prends et je les ramène, les balais, pardon. Je les ramène vers là où il a besoin d'être. OK? Donc ça, c'est... Hop. Et là, c'est vraiment une base très simple de ce qu'on peut faire avec là, on a vu vraiment la base de gestion de focus. J'imagine que vous qui avez déjà travaillé un petit peu avec accessibilité, vous connaissez bien. Par contre, hop, qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui. Par contre, bien sûr, ça nous donne... Ça peut paraître des petites choses, ajouter tab index ici, focus ici, c'est pas drôle, mais ça nous donne en puissance. Ça nous donne, avec très petites choses, avec des très petites actions, on peut faire des choses qui, on ne se rend pas compte, mais qui peut vraiment améliorer beaucoup la vie de nos utilisateurs. Par exemple, un cas de figure qu'on voit souvent, c'est un bouton de recherche. Donc, en cliquant au bouton de recherche, on ouvre la recherche. On voit souvent parce qu'on veut gagner un peu de place en haut de page. Donc, on fait comme ça et ça nous arrange de ne pas laisser tous les champs de recherche disponibles. Parfait, il n'y a aucun problème, sauf que si je navigue avec clavier, je ne vais pas mettre les lecteurs d'écran parce que c'est un peu compliqué. Donc, je vais lui dire. Le lecteur d'écran va arriver ici, va dire bouton, ouvrir recherche. L'utilisateur va cliquer ici, bouton, fermer recherche. Donc, je suis un peu perdu. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais peut-être presser tab à nouveau. Voilà, là, j'ai sorti carrément de la page. Je ne suis plus là.
Je vais mettre la flèche vers le bas. Il va lire à nouveau, fermer recherche. Donc, l'utilisateur de l'écran, il est perdu. Il ne sait pas où il est, sauf s'il a la bonne idée de revenir en arrière et faire Shift Tab. Mais bon, vous voyez que ce n'est pas très sympa. Pour l'utilisateur de clavier, mais qui voyant, il va voir, il va cliquer. Bon, c'est un peu moins embêtant parce qu'il a vu les champs de recherche, mais il va devoir faire Shift Tab pour revenir en arrière. Donc, tu lui fais faire une chose qui vraiment, c'est chiant. Vous n'avez pas besoin. Et même pour l'utilisateur de souris, j'ai ma souris, je vais cliquer ici, je vais devoir cliquer ici à nouveau et pour commencer ma recherche. Donc, comme on dit toujours en accessibilité, quand on améliore la vie pour l'accessibilité, pour les personnes qui ont des contraintes quelconques, matérielles ou physiques, on améliore la vie pour tout le monde. On améliore l'expérience utilisateur pour tout le monde. Et là, c'est ce qu'on va faire. On va simplement, c'est quelque chose de tellement simple, on va seulement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplement, au moment d'ouverture, au moment que je clique sur ce bouton, mettre le focus sur l'input, mettre le focus sur les champs de recherche. Et j'ai déjà mis les champs de recherche dans une variable, donc input, bon, la même chose, focus. Et voilà. Je viens ici, je clique et j'ai tout de suite ma recherche. Je peux commencer à taper. Pour les lecteurs d'écran, ouvrir la recherche, champ recherche autocomplete. C'est ça qu'il va dire. Et pour moi, qu'avec la souris, je clique et j'ai déjà la même chose. Je n'ai pas besoin de reprendre la souris pour faire quelque chose. Donc, c'est quelque chose de très simple, très bête, très facile à faire, mais qui, il n'y a pas de prix pour la facilité qu'on donne à l'utilisateur. Et c'est quelque chose qu'on se rend compte uniquement après qu'on a testé. OK? C'est uniquement en testant, en prenant votre application, votre site web et testant avec les claviers, en testant avec les lecteurs d'écran, c'est qu'on se rend compte de cette petite nuance, de cette petite amélioration qu'on peut faire sur notre site. Bien sûr, désolé, il y a un message. Bien sûr, ça n'exempte pas de tester, de faire des gens en situation de handicap aussi tester nos applications. Ça, c'est super important. Parce que nous, on peut tester, c'est très important que nous, quand on développe, quand on fait du design, quand on fait la conception, qu'on teste nous-mêmes. Par contre, seulement vraiment un utilisateur de lecteur d'écran va pouvoir, parce que lui, il a d'autres habitudes, il n'a pas les mêmes habitudes que nous, il a plus de facilité. Donc peut-être lui, il va trouver d'autres façons plus intéressantes ou meilleures de faire ce qu'on est en train de faire. Okay? Donc on va... Hop, on va voir maintenant quelque chose qui c'est vraiment complexe. Quelque chose qu'on connaît beaucoup. C'est un modal. Je ne sais pas pourquoi ça apparaît, désolé. Hein. Une modale, c'est... on connaît tous les modales, c'est les trucs qui viennent devant la page, les cookies, je ne sais pas quoi, voilà. Mais par contre, une modale peut être intéressante. Quand on est dans une application très complexe, parfois la fluidité des actions qu'on doit faire peut être facilitée par l'utilisation, par l'ajout d'une modale. Parce que si on a trop d'actions et trop de dynamique, une modale peut être vraiment utile et peut vraiment avoir place dans une application. Donc, mais toujours une modale qui est ouverte par l'utilisateur. Okay? On ne va pas
malheureusement, j'étais sur notre page à chaque fois devant... Pourquoi ça... Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez perdu ma... Ah, ok, bon. J'ai eu peur. Donc, c'est en cliquant ici, ça, que je fais quelque chose? Non. Oh, voilà, je me suis perdue. Donc, on ne va pas jeter quelque chose sur l'utilisateur, on va lui donner les contrôles. Donc, il va ouvrir la modale seulement si lui il veut, seulement si lui il a cliqué sur quelque chose. Et là, on a, c'est un composant d'interface qu'on a l'habitude, mais c'est un composant d'interface excessivement délicat et avec une certaine sophistication. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs... Là, la danse, la valse, là, c'est complète. Okay? On a plusieurs choses qu'on doit prendre en compte. Quand je navigue... Hop, j'ai perdu mon... Quand je suis sur les boutons, un bouton qui va ouvrir la modale, quand j'arrive, j'ouvre la modale, qu'est-ce que je dois faire? C'est la même chose, imaginez, vous êtes devant la télé, en train de regarder la télé, et vous dites, ah, je prendrais bien un café, et tout d'un coup, vous vous voyez dans la cuisine. Bon, c'est super magique. Du moment on est dans la cuisine, mais on dit, voilà, maintenant, vous êtes dans la cuisine, et vous pouvez faire votre café. Ah, ça change complètement. Hein, ça change, je sais que je suis dans la cuisine, et je sais que je vais pouvoir faire mon café. Quelqu'un m'a ramené ici, mais parce que j'ai voulu, parce que j'ai dit, je vais aller dans la cuisine et faire un café, et je suis où je suis, voilà, je ne suis pas perdu. Donc, avec la modale, c'est la même chose. Je clique, donc je fais une action, là, ouvrir la modale, mais je fais une action qui me ramène sur la modale. Et là, qu'est-ce que gestion de focus classique, je mets le focus sur la modale, sur les contenus de la modale. Il y a plusieurs façons. J'ai déjà parlé avec beaucoup d'utilisateurs de lecteurs d'écran. Il n'y a pas de consensus, okay, où on va mettre les focus quand on ouvre une modale. Vous pouvez même regarder sur une bibliothèque W3C, il propose dans les premiers liens, parfois dans les premiers inputs. Ça dépend. Moi, j'aime bien dans les boutons fermés. Pourquoi? Parce que quand on ouvre la modale, je ne vais pas rentrer en détail avec protocole ARIA, on ne va pas rentrer en détail, mais si la modale était bien faite, si mon code pour créer ces composants d'interface était bien fait, on va ouvrir et on va écouter, le lecteur d'écran va dire modale, dialogue, la modale, donc les titres, bouton fermé. Quel est l'avantage de ça? L'avantage, c'est je sais où je suis, je sais quel est le titre de ma modale, je sais qu'est-ce que je peux faire là, et je peux fermer si je cliquais par hasard. Si je ne veux pas, je continue à lire. Et on peut continuer à lire de plusieurs façons différentes. Avec la flèche en bas, il va lire depuis le début et son contenu, ou je peux simplement, avec les tables, voilà, sauter, continuer à lire et à accéder au contenu de ma modale. Sauf qu'un détail de la modale qui c'est intéressant. La modale, c'est quelque chose qui, on a l'habitude, elle est au-dessus, elle vient par-dessus la page, par-dessus le contenu principal de la page. Donc, je ferme. En réalité, l'utilisateur, il n'a plus accès à ce qu'il y a au-dessous. Donc, il peut revenir en arrière seulement en fermant la modale. Hein, on est d'accord? C'est ça, ce qui devrait être une logique de la modale. Sinon, qu'est-ce qui arrive? J'ai un exemple intéressant. J'espère que j'ai encore les... J'ai rien contre les Parisiens, hein, c'est seulement parce que j'ai cherché un peu des exemples et j'ai trouvé ici quelque chose
Voilà, ici, si je clique sur mon... C'est basiquement un modal, hein. Ça ouvre par les côtés, ça reste de côté, mais les principes, c'est exactement les mêmes. Normalement, j'ai un contenu qui vient par-dessus les contenus principaux. Là, je n'ai pas du tout focus sur la modale ici. Si vous voyez, je suis en train de tabuler, je suis sur transport, derrière. Là, je continue, je suis dans les petites cartes au-dessus. Et voilà, immobilier, voilà. Je ne suis pas du tout dans la modale. Donc, moi, je vois ça. Moi, comme utilisateur de lecteur d'écran voyant, je vois que quelque chose n'a pas marché, mais je peux pas fermer la modale. Donc, je ne sais pas comment faire. Voilà. Pas seulement je suis piégé, je n'ai pas accès à ce que j'ai ouvert, et je continue à tabuler là où je ne suis pas en théorie. Donc, ben, voilà, il faut qu'on évite ça. Pour éviter ça, on va créer ce que normalement on doit éviter, mais là, dans ces cas, on va faire exprès, c'est créer une piège de focus. Donc, ça veut dire qu'un tabulant, notre flux de focus, de tabulation, il est fermé. Je tabule uniquement dans mon modal. Je ne peux pas sortir jusqu'à ce que je la ferme. Ça, bon, le but ici, c'est pas rentrer dans les détails du script, mais bien sûr, on peut, une des façons de le faire, c'est créer une liste de tous les éléments qui reçoivent nativement les focus et faire un tableau, et dès qu'il arrive le dernier du tableau, il va recommencer pour les premiers, et ainsi ensuite. Voilà, donc on arrive à vraiment... Là, dans ce cas, oui, piéger l'utilisateur, mais là, il y a une raison pour le faire. OK? Oui, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a une autre façon de faire ça aujourd'hui. Il y a un nouveau attribut qui s'appelle inert. Et cet attribut permet de rendre tout un contenu inerte, on dit en français, je ne sais pas, tout un contenu non focusable, non accessible. Par exemple, donc, si j'ai mon... je ne sais pas si j'arrive à montrer ici. Voilà, si j'ai tout mon... ouais, voilà. Tout ma modèle... Oh non, ma modèle est là, pardon. J'ai toute ma modèle en dehors de, par exemple, main, la balise main, où j'ai mon contenu principal. Et là, au moment d'ouvrir la modèle, je vais ajouter l'attribut inert. Je n'ai plus besoin de créer, de créer les tableaux qui va faire cette piège. Je n'ai plus besoin que les JavaScript s'occupent de pièges de focus. Là, ça va être native par l'HTML. C'est très intéressant. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, je n'ai pas testé et je ne suis pas sûre si ça marche un peu partout, si c'est supporté par tous les navigateurs encore. Probablement sur Safari, non. Mais bon, hein, notre nouveau IE. Mais c'est quelque chose qui peut être très puissant et très intéressant. Ça allège le JavaScript et ça, c'est native. Tout qui est native, tout qui vient d'HTML, tout qui est sémantique, on doit miser surtout sur ça. Parce que ça va durer, ça c'est évolutif, ça c'est accessible gratuitement. OK? Donc, autant faire l'effort. Là, donc, on me dit que j'ai que 5 minutes, je suis désolée, donc on va passer rapidement sur quelques conseils. 45 minutes, c'est vraiment très très peu pour parler de gestion de focus. C'est hyper riche, même si les bases sont uniquement celles-là que vous avez vues, qu'on a vues ensemble. C'est très riche et vraiment c'est super délicieux de jouer avec et de créer et de deviner de nouvelles façons de travailler l'interaction.
Une chose, c'est qu'on a trop la tendance, pour qui travaille avec des frameworks JavaScript du style React, ou Angular, ou Vue.js, single page applications, on a tout un nouveau monde de problèmes avec les focus. Et j'ai un talk seulement pour parler que de ça. C'est vraiment tout un très spécifique. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a beaucoup la tendance à tout vouloir automatiser, parce que comme c'est facile, créer des directives, on crée des directives, on met les focus ici, blablabla. Ah, c'est une usine à gaz, vite fait, donc n'essayez pas de tout automatiser. Chaque itération, chaque composant interactif a une façon différente d'aborder les focus. Donc, ne faites pas ça, c'est mon expérience. Encore une fois, testez avec des gens en situation de handicap, testez vous-même, apprenez à naviguer avec les claviers et avec un lecteur d'écran. Et NVDA, c'est nickel, super facile à utiliser, gratuit, testez. Et c'est super chouette parce qu'on découvre des choses très intéressantes. Et bien sûr, investissez dans votre expérience. C'est tous ces tests, tous ces efforts, tous les temps que vous prenez pour faire vos propres composants, vos propres danses dans votre application. Investissez en ça, créez votre propre librairie. Ne dépendez pas des librairies tiers où on ramène plein de trucs qui disent qu'ils sont accessibles et que ce n'en pas. Elles sont seulement bricolées pour dire qu'ils sont accessibles. Donc, investissez dans votre temps de développeurs, de concepteurs et créez votre propre librairie, qui vous avez les contrôles sur ce que vous créez, sur ce que vous développez, sur la performance et sur l'accessibilité. Et je ne peux pas donner de meilleurs conseils quand on travaille avec Web. Et voilà. Je vous dis merci. Je suis sur Mastodon. Pas Twitter, plus Twitter, donc n'hésitez pas. Merci. J'ai fini avant le temps. Oh. C'est parce que j'ai oublié tout un truc. C'est pour ça. Quelqu'un a des questions? Ah. Bah, tu veux le micro d'abord? Ouais, moi, je me rappelle avoir eu Vas-y. avoir eu un gros souci pour réussir à gérer. Il y a le focus avec le tab et après, il y a aussi la navigation avec les flèches du clavier. Et du coup, j'ai pas trouvé de moyen clair pour savoir à partir de quel moment on peut naviguer avec les flèches. Parce qu'un coup, ça scrolle sur la page, un coup, ça change de lien en lien. Et du coup, des fois, on fait un tab, on arrive sur une section où on peut naviguer avec les flèches, des fois non. Comment on fait pour gérer ça? Ça, l'utilisateur de lecteur d'écran, il connaît en tout cas. Par exemple, quand on va créer c'est ça que j'ai sauté parce qu'on n'avait pas le temps, montrer un composant d'onglet. Okay? Quand on écoute, c'est un composant d'onglet, donc c'est un tab. L'utilisateur, il sait déjà qu'il va devoir naviguer avec les flèches. Il sait. C'est un peu intrinsèque au composant, à la proposition de composants d'interface. Donc l'utilisateur, il sait déjà. Ma question, c'était plus en tant que développeur, du coup, comment on sait qu'une portion va être navigable ou comment on la rend navigable avec des flèches plutôt qu'avec une tabulation? Parce qu'on pourrait avoir envie de sauter de section en section rapidement avec les tables et quand une section nous intéresse, détailler avec les flèches. Mais, Très, très peu de composants d'interface, on va avoir besoin de flèches. Il faut éviter. D'accord. Qui je connais, c'est les blocs d'onglets, les menus, mais il ne faut pas utiliser les menus, c'est super compliqué. Donc, faites foi sur les tables. Moi, les meilleurs conseils, c'est regarder sur W3C, ils ont WCAG, ils ont une librairie de patterns très intéressant qui explique
Il explique n'importe quel composant, comment on utilise, comment l'utilisateur va faire, quelles sont les touches de clavier qui sont intéressantes à utiliser. Mais donc ça, c'est vraiment une base super intéressante pour commencer. Mais dans tous les cas, il ne faut pas trop vous embêter avec Flash. Tab, ça fait bien les cas. Par expérience, ça m'est déjà arrivé du coup d'intégrer un tableau dans une page. Et après, on fait tab, on va sur la recherche, puis on arrive sur le tableau, et après, on se retrouve à aller ligne par ligne sur tout le tableau alors qu'il y a 100 lignes. Tout ça pour arriver après à la fin au menu qu'il y avait sur la droite. Et là, je pense que j'aurais bien aimé découper la section tableau en un seul tab pour aller direct après au menu. Et si je suis sur le tableau, utiliser les flèches plutôt que la tabulation. Voilà, ça c'est quelque chose qui c'est typique, qu'on découvre seulement quand on teste. Okay? C'est un peu un critère, dès qu'on a un grand bloc d'éléments tabulables, comme dans ces cas, ou comme en navigation, l'idéal c'est sauter, ajouter ce qu'on appelle les liens d'évitement qui te permettent de sauter. Non, je vais pas rentrer dans toute cette liste, je vais sauter, je vais pas. Voilà. Donc, c'est toujours une bonne pratique d'ajouter des liens d'évitement quand on sait qu'on a une grande liste d'éléments focusables. Très bien, merci. Mais testez. Merci pour la conf, c'était super. Merci. Tu conseilles de ne pas utiliser de librairie tierce et de faire nous-mêmes. Est-ce que, bon, déjà, on a tous plein de trucs en plus de l'accessibilité à faire, et c'est une partie des applications. Ouais. Est-ce que le risque, c'est pas qu'on implémente mal ou qu'on passe à côté de choses qui seraient correctement implémentées par d'autres gens plus intelligents que nous dans la librairie? Déjà, je crois qu'il y a... il y a un truc... Oui, je travaille tous les jours. Je ne suis pas développeur, mais je fais développement front bas de gamme. Mais j'ai travaillé beaucoup avec les développeurs et je vois, oui, ils font full stack, ils font tout, ils font vraiment... C'est une horreur, c'est que la charge qu'on met dessus. Et bien sûr, à un moment, vous ne pouvez pas tout... Mais il y a parfois... Le problème, c'est que quand tu utilises des librairies, tu crois qu'elles sont bien faites. Tu crois qu'elles... L'avantage des librairies tiers, c'est que, oui, parfois il y a une communauté, bon, tu as un petit support, mais parfois tu n'as pas. Tu veux faire un composant qui n'existe pas dans une... ou il n'existe pas exactement comme tu veux. Donc, tu vas passer du temps. Tu vas passer du temps à y investir du temps, à tester, à faire comme tu veux, adapter pour les clients, voilà. Tu prends ça et tu mets de côté et tu gardes. Et au fur et à mesure, je crois qu'on peut créer notre propre librairie. Je crois qu'on va, malheureusement, surtout par le manque de temps, on va trop vite sur les librairies tiers et... je crois qu'on devrait pouvoir un peu compter et avoir les plaisirs. Les peu de développement que j'ai fait, j'ai un plaisir énorme quand je fais un bloc d'onglet, quand je fais la modale. C'est délicieux de le faire. Et j'ai fait plutôt Angular, moi, et j'adore. C'était une question un peu... j'avais déjà plus ou moins la réponse, mais... En fait, ça nous est déjà arrivé, nous, de vouloir effectivement réimplémenter de notre côté des composants et de se rendre compte un an plus tard qu'il manquait des choses, que c'était pas accessible, qu'il y ait le suite performance. Je pense qu'il y a peut-être un entre-deux. Mais voilà, il faut qu'on soit... on doit savoir, pardon, on doit savoir ce qu'on fait, bien sûr. Et comme on ne peut pas savoir tout, il faut qu'on travaille avec des gens qui savent. Il faut qu'on échange. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui est un peu plus expériente, quelqu'un qui fait de l'intégration HTML, CSS, qui connaît un peu mieux. Donc, on travaille ensemble et là, on peut créer quelque chose. Mais le fait que tu as déjà une librairie, que tu as déjà investi, c'est pas que tu vas tout jeter. Non, tu vas te rendre compte, oui, mais alors, il faut corriger ça, donc on corrige. Mais ton investissement est là, la base, elle est là. Il faut faire vivre, il faut faire évoluer. Ok, merci. Merci.
Bonjour, déjà merci pour le talk. Bonjour. J'aurais 2 questions au niveau du focus pour la modale. La première, c'était au niveau de la focus lock. Si jamais on fait une focus lock, est-ce que c'est pas gênant qu'on empêche le focus, par exemple, sur tout ce qui est en dehors de la page, donc navigation de barre URL et par exemple les favoris? Oui, entre autres. oui, oui. Non, c'est pas gênant. C'est supposé être comme ça. Ok, d'accord. C'est supposé ne plus avoir accès à plus rien. Parce que c'est ça, tu as un layer qui cache le contenu de la page. Donc tu vas cacher tout, navigation, pied de page. C'est supposé faire ça. En fait, je parlais surtout tout ce qui était en dehors du HTML, donc vraiment toute la partie haute du navigateur qui est pas... Ah oui. Voilà. Bon, ça oui, ça non, ça tu peux pas éviter. Ça, s'il est, tu peux pas éviter, non. Tu dois l'éviter. Tu vas toujours tourner en rond et tu vas jamais sortir du navigateur de ta page. Voilà, c'est ça, c'est pour savoir si c'était gênant ou pas, finalement. Ah oui, si tu sors, oui, c'est gênant. Okay. Pardon, j'ai pas compris ta question. Et du coup, la deuxième question que j'ai, c'est que, alors je sais qu'au niveau HTML, il y a eu un élément assez récent qui s'appelle Dialogue. Alors je ne sais plus les compatibilités exactes, mais de mémoire, c'était assez compatible avec pas mal de navigateurs. Donc c'est pour savoir si finalement cet élément-là résout quand même pas mal de problèmes, que plutôt de faire la modale que j'avais vue, c'était avec des divs oui. et pas mal de JavaScript. Aujourd'hui, oui, mon conseil, c'est un relativement vieux exemple que j'ai donné avec un div, effectivement, qui marche très bien, mais la tendance, c'est qu'on avance vers, on va faire une amélioration progressive. Okay? Donc, oui, utilisez le dialogue. Par contre, utilisez le dialogue avec conscience. Il y a des fallbacks qu'on doit prendre en compte. Il y a certains attributs qu'on doit prendre en compte parce que c'est un élément relativement nouveau. Donc, il n'est pas totalement accessible per se. Okay? Donc, il faut quand même qu'on ajoute d'accessibilité un peu plus. Il est un élément sémantique, mais il manque encore d'informations. Donc, utilisez, mais informez-vous, regardez sur Mozilla Development, il y a une explication super bien faite pour comment rendre vraiment accessible le dialogue. D'accord, merci. De rien. Bonjour. Déjà, merci pour la conférence. Je ne vois pas. Ici. Ah okay. C'est une question, une demande de précision par rapport au fait que vous parliez d'éviter les raccourcis clavier autres que la tabulation. Par exemple, utiliser des flèches pour aller dans un slider, d'aller d'une image à une autre, ou tout ça. C'est vrai qu'on a vite tendance à implémenter ce genre de choses en se disant c'est du nice to have, c'est mieux d'avoir ce genre de choses. Pourquoi vous déconseillez d'utiliser ça? Oh non, je ne déconseille pas. Je crois qu'il seulement il faut faire gaffe pour justement complexifier ton interface pour une chose que l'utilisateur ne va même pas penser à utiliser. Un utilisateur peut-être de lecteur d'écran, il ne va pas penser à utiliser la flèche. C'est pour ça que c'est bien de tester. C'est pour ça, encore une fois, il faut tester et dire, ah oui, là, il y a vraiment un lieu d'être, avoir des flèches plutôt qui... désolé, je sais qu'on n'a pas trop le temps, mais je vais montrer, par exemple, voilà. Oui, on a un bloc d'onglets. Là, si je vais rentrer dans mon contenu d'onglet, je dois faire tab, 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 et là, je rentre. Voilà, c'est ingérable. Tu peux pas obliger l'utilisateur à tabuler. S'il y a 20 tables, il va tabuler 20 fois, non. Ce qu'on va faire, c'est que justement, on va donner tab index -1 à chaque bouton ici. Donc, ils ne font pas partie du flux de tabulation. Et là, je vais naviguer par les flèches. Pourquoi? Parce que tab ne me servent pas. Donc, là, je peux utiliser la flèche. Et là, quand j'ai fait tab, je rentre dans le contenu de l'onglet. Donc, voilà, il y a des interfaces qui demandent effectivement, qui on sent que c'est plus facile la flèche. Je ne déconseille pas, c'est seulement, normalement, on n'a pas besoin, mais
indépendant de l'interface, oui, on n'a pas autre choix. Ok, merci. De rien. Parce qu'il vient les prochains. Merci. Merci pour la conf. Moi, c'est juste plutôt une remarque, parce que en fait, je me rends compte que ce focus, il intervient souvent comme une surcouche sur le design. Et je me dis qu'en fait, tout simplement, ça pourrait être prévu dès la création des maquettes, comme vraiment un truc graphique qui est partie prenante du design. L'indication de focus, vous dites? Oui, l'indication de focus. Oui, parce qu'en fait, pour l'instant, c'est vraiment juste une espèce de surcouche qui intervient comme ça, comme presque une espèce de moucheron dans la soupe, quoi. Et c'est un peu dommage, en fait, puisque si c'est si important que ça, autant l'inclure dans le design. Alors, il faut qu'il se démarque, bien entendu, mais autant en faire quelque chose de plus sexy. Les problèmes, là, je vais râler un petit peu. Les problèmes, c'est qu'aujourd'hui, les designers, les web designers, moi, je suis web designer, mais aujourd'hui, quand on sort d'un truc de graphiste, qu'on va travailler avec le web, on n'a aucune idée qu'est-ce que c'est le web. On va travailler avec Figma, on va travailler avec... On ne sait pas qu'est-ce que c'est le web. Donc, les graphistes, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est les focus. Donc voilà, il y a un écart tellement grand pour ce que les designers font et les médias pour lesquels ils font. Voilà. Mais oui, ça doit tout à fait faire partie de tout le système de design. Voilà, c'est sûr. Et merci beaucoup. Donc, on nous coupe. Merci.